va commencer à entendre des chercheurs qui se sont lancés il y a plus ou moins longtemps. Le premier d'entre eux s'appelle Christophe Gaquière, et je vais l'appeler à me rejoindre sur scène tout de suite. Christophe Gaquière, un micro et un témoignage dans une minute. Voilà, il me rejoint. Vous allez bien ? Très bien, merci. Je vous invite plutôt à prendre le fauteuil jaune, si ça vous va. Alors vous avez connu un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je confirme. Qui était celui de l'innovation avant finalement, puisque vous avez commencé avant la loi, alors on va pas parler technique, mais la loi Allègre, qui a permis à des chercheurs de se lancer là-dedans. Peut-être juste, comment c'était perçu à l'époque quand vous avez commencé à faire cette démarche d'innovation ? Donc, bonjour à tous et merci de donner l'opportunité de présenter MC2. Donc 2004, la société a été créée juste au moment de la création de la loi Allègre. Et comment c'était perçu ? Pas très bien. Par certaines personnes, ils trouvaient ça bien dans une optique d'essayer de créer de l'emploi, et d'autres, j'avais des remarques du style « tu n'as pas honte d'utiliser les moyens du public pour des fins de privé ». Donc, voilà, c'est à ça que j'ai été plutôt confronté à ce moment-là. Mais heureusement, les gens de la direction du laboratoire, donc c'est l'IEMN, cette société EMAN, ont été bien perçus le fait de valoriser les développements réalisés au sein du laboratoire, d'essayer de mener à bien les créations, d'emplois associés, puisque bien évidemment, ce qu'on emploie, c'est souvent des doctorants et donc ou des ingénieurs, donc qui émanent souvent du laboratoire. Donc, ça permettait de boucler la boucle dans une optique où on forme des personnes et ensuite elles travaillent dans l'endroit où elles sont dédiées à ça, donc lié à leur formation. Bon, vous, ça fait, on va dire, une vingtaine d'années que vous pratiquez cette innovation qui ne s'appelait pas Deep Tech avant, ça s'appelait la valorisation, l'innovation, peu importe les termes. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de MC2 Technologies d'abord, puisque cette histoire, c'est aussi la vôtre, MC2 Technologies. Puisque là, il y a quelques temps, vous avez sauté le pas de quitter le laboratoire finalement et de vous consacrer à 100% à cette société que vous avez créée. Oui, tout à fait. Donc déjà, MC2 Technologies, on travaille dans le domaine de la micro et nanotechnologie, donc on s'amuse à déshabiller les personnes pour détecter les objets cachés dans l'optique de la sécurité. Pas un instant où on parle quand même. Non, là ça va. C'est officieux. Donc voilà, donc ça c'est par exemple pour tout ce qui est JO, les JO de 2024, on a de grosses activités autour de ça, on sécurise les gares à Taïwan, à Pékin. Donc ça c'est vraiment des domaines où on est à l'état de l'art. On s'amuse à brouiller des drones. Donc vous savez, on a sécurisé, enfin non, vous savez pas, mais on a sécurisé tous les JO de Tokyo par exemple. On vient de gagner le marché là pour toute la sécurisation de l'armée, des différents corps d'armée sur 11 ans avec Thales. Donc c'est des très gros projets. Donc on a l'ADN de la société et qu'on a une très grosse activité de recherche. On a énormément de doctorants, de thésards, d'ingénieurs, et on couvre tous les domaines. C'est-à-dire qu'on va de la microélectronique, bien évidemment, notre cœur de métier, mais on a des mécaniciens, on a des gens qui travaillent dans le domaine de l'informatique, du firmware, du hardware et du software, pour prendre les termes, très génériques, et qui permettent vraiment de développer nos produits de A à Z. Et donc ça, c'est un des points importants. Ensuite, on a toujours des liens forts avec les laboratoires. On met beaucoup de contrats européens, de contrats ANR, parce que bien évidemment, j'ai entendu 1 euro, ça peut lever plus qu'1 euro, et ça, on en est parfaitement conscient. Et aussi, ce qu'on est aussi conscient, c'est qu'on ne peut absolument pas, dans le domaine de la technologie, et s'arrêter sur les développements. C'est pas parce qu'on a un produit à l'état de l'art qu'on appelle, qu'on va dire bon, c'est bon, il n'y a plus qu'à le produire et puis roule. Puisque la technologie évolue extrêmement vite. Si je vous propose un iPhone 4, vous n'allez pas être très content. J'aurais pu vous dire un Samsung ou autre. Ça, c'est vraiment un point essentiel. C'est-à-dire que l'activité de R&D en Deep Tech ne peut jamais s'arrêter. Ça doit être l'ADN. Et comme on émane de ces laboratoires, on a vraiment cette vocation de continuer de la recherche. On a beaucoup de liens avec les laboratoires, mais pas qu'au niveau de l'Université de Lille. Mais c'est vraiment notre vocation de poursuivre ces activités de recherche et couvrir un très large domaine. Est-ce que vous imaginiez être ici à parler de ça à des chercheurs, des jeunes chercheurs, un peu de toute discipline, il y a une vingtaine d'années, je dis 20 ans à peu près, hors taxe, quand vous avez commencé? Parce que c'est pas un long fleuve tranquille quand même, faut pas non plus se mentir. Il y a eu des hauts, des bas. Oui. Pour vous, ça va, mais voilà. Je vous confirme.
c'est pas un long fleuve tranquille, c'est une expérience qui est magnifique, que je referais si j'avais l'âge au moment où j'ai créé la société, que je referais sans aucun doute, puisque c'est extrêmement enrichissant. Par contre, c'est stressant, il y a des moments qui sont très compliqués, et encore à l'heure actuelle, vous entendez peut-être parler de la pénurie des composants, c'est pas un vain mot à l'heure actuelle, on a plein de commandes. On est 80 à peu près, un peu plus de 80. On doit avoir pour 12 ou 13 millions d'euros de commandes cette année. On n'est pas capable de fournir parce qu'on a la pénurie des composants et en Europe, on n'est pas capable de fournir un certain nombre de ces éléments. Et donc, ça signifie quoi? Qu'on ne peut pas livrer, donc on n'est pas payé. Donc, on n'est pas payé, il faut bien payer les personnes, on doit maintenir nos activités de R&D. Voilà, juste pour vous dire que même à l'heure actuelle, en étant 80 et une société, je dirais, majeure, puisqu'elle a 18 ans, c'est encore un souci. Et tout à l'heure, juste, je ne vous ai pas répondu à une partie de votre question. Donc, pendant longtemps, j'avais une délégation, c'est-à-dire que j'avais passé une partie de mon temps au sein de la société et le reste du temps, je continuais mes activités d'enseignement et de recherche. Parce que j'adore partager avec les étudiants, c'est toujours quelque chose de très valorisant. En même temps, on sait exactement qui sont les très bons. Et au niveau de la société, c'était extrêmement intéressant de faire directement du recrutement parce que quand vous avez enseigné dans les écoles d'ingé et que vous voyez des personnes pendant 3 ou 5 ans, c'est bien mieux qu'un entretien de 15-20 minutes et quelques mois après, avant, j'irai le CDI. Donc ça, c'était un point essentiel, tant au niveau des labos qu'au niveau, j'irai des ingés et des techniciens. Ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un certain moment, la société grandissant, ça devient extrêmement compliqué, bien qu'on est très bien entouré maintenant au niveau de la société. Moi, je m'occupe surtout de tous les sujets amont et les développements à venir, mais c'était plus gérable. Oui. L'aspect de tout faire, ça devenait très problématique. Donc voilà, ça fait maintenant 1 an que je suis en délégation, qu'on appelle. Voilà. Délégation, ça veut dire que vous êtes à 100% dans MC2. Tout à fait. Ouais. Ce qui n'était pas le cas auparavant, où vous pouviez partager votre activité entre la boîte, l'entreprise, et la fac ou le labo. Tout à fait. Donc ça aussi, ça montre, je dirais, tout l'intérêt de l'université qui a parfaitement compris ce besoin de permettre de valoriser et créer de l'emploi et donc de nous permettre de réaliser ça. Ça, c'est un point important. Donc là, je tiens à remercier, je dirais, toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger pour faire ces choses, les rendre possibles. Merci beaucoup. On va passer la parole aux intervenants suivants, mais juste en un mot, si vous aviez un message en tant que parrain de l'événement à porter aux chercheurs, jeunes chercheurs, parfois chercheurs un peu plus seniors aussi, qui nous écoutent aujourd'hui, quelle que soit leur discipline, vous, ça a marché. Est-ce que vous inciteriez ceux qui nous écoutent à le faire aussi, à tenter le coup ? Ah oui, j'irai, oui, allez-y. Surtout que maintenant, il y a vraiment énormément d'outils de soutien. Je ne vais pas nommer parce que je ne voudrais pas en oublier. Oui, alors ça sera l'objet des tables rondes qui suivent. Bon, c'est parfait. Mais il y a énormément d'outils qui permettent de soutenir. C'est pas parce que ça ne marche pas aussi une fois que vous êtes un loser. Au contraire, moi, je vois ça de fait de savoir rebondir si jamais la première idée ne fonctionne pas. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas en lancer une autre derrière. Donc ça, je pense que c'est aussi un point qui est très important, mais surtout, allez-y, n'ayez pas peur, lancez-vous. C'est extrêmement enrichissant de couvrir tous ces domaines, puisqu'au départ, on est extrêmement pointu dans un domaine, et puis après, on apprend plein d'autres choses, côté RH, côté administratif, toutes les thématiques associées. Donc pour moi, c'est vraiment un épanouissement. Merci beaucoup, merci en tant que parrain de l'événement d'essayer de nous apprendre aussi la valeur de l'échec. Merci. C'est important, merci, on peut l'applaudir.